Jungle. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, c'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers d'LNDE numéro 53, nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football togolais. Avec au menu du jour, le Togo s'est retiré du tournoi Maurice Revelon de Toulon. Le sujet continue d'alimenter les discussions. Le président de la Fédération togolaise de football et son chef du département de marketing et communication dans nos studios pour apporter des éclairages. Qualification Cannes 2023, 5e journée. Eswatini-Togo en Esprit en Afrique du Sud le 18 juin prochain. Mais avant, un match amical annoncé contre le Lesotho le 14 juin. Paulo Duarte a officialisé ce matin la liste des éperviers convoqués. Tchakei Marouf fait son retour, tandis que Fodo Laba est forfait. Colonel Dji Akovi, candidat au COMEX de la CAF. L'élection a lieu le 13 juillet prochain. On en parle également dans cette émission. Il nous en dira plus tout à l'heure. Et puis Togolais en club, le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs expatriés du Togo. L'attente des auditeurs à vous l'antenne. Dans l'une des épreuves d'NDE, c'est avec la technique Théo Ajavon. À la caméra, comme d'habitude, et l'homme à devant, c'est notre chef. Au studio, fidèles au poste, ils sont présents. Franck Lunyama et Angelo Folikoué pour décortiquer les sujets. Invités, nous l'avions annoncé ou les avions annoncés, colonel Diko Siakovi, président de la Fédération togolaise de football, Nolakina Borosé, il est responsable du département marketing et communication de la Fédération togolaise de football. À la présentation, appelez-moi Aimé Lebon, DLN2, c'est parti. Eh bien, on se retrouve avec, comme nous l'avions annoncé, les invités surpris de cette émission. En tout cas, pour la première fois, il est là. Colonel Diko Siakovi, bonjour. Oui, bonjour Aimé, comment ça va? Très bien. Et chez vous? Oui, ça va. Ça se porte très bien, la fédération? Super. Ah, super. Tout va bien. Bon, d'accord. On va décortiquer tout à l'heure. Et lui, c'est le responsable, bien sûr, du département marketing et communication. Il s'appelle Nolakina Borosé. Ah ben, c'est un habitué des lieux. Ça fait longtemps, c'est vrai. Bonjour. Bonjour, bonsoir. J'allais même dire bon retour. Merci. Bonsoir Sport FM. Bonsoir à tous les auditeurs. Angelo Folikoué, bonjour, merci d'être là comme d'habitude. Merci, bonjour Aimé, bonjour au président, merci d'être venu, bonjour également à Nola et à Franck bien sûr. C'est ça, Franck, voilà, notre chef également, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour Angelo, bonjour Nola, c'est un habitué, on l'a dit, et très content de voir le président ici en studio pour la première fois. N'est-ce pas? Oui, bon voilà, un plaisir partagé, certainement. Avec toujours sa casquette. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors, le premier sujet, le Togo s'est retiré du tournoi Maurice Revelon de Toulon, qui a démarré depuis le 5 juin dernier. Le sujet continue d'alimenter les discussions ici au Togo, surtout avec la dernière sortie musclée du promoteur sur une radio-sœur à Lomé et relayée sur les réseaux sociaux. Nous recevons donc, comme l'avions dit, le président de la Fédération togolaise de football et son chef de département marketing et communication dans ce studio pour nous apporter certains éclairages. Alors, monsieur le président, on sait que le Togo devrait être à ce tournoi de Toulon en France avec une sélection des U23, mais qui a désisté donc au dernier moment pour conditions non réunies. Mais le problème, c'est surtout l'acharnement des organisateurs à se déchaîner contre votre personne. Mais que se passe-t-il exactement, monsieur le président? Bien, merci, Aimé. Sincèrement, je suis un peu gêné par cette situation parce que c'est tout un pays, le nom de tout un pays. Mais j'avoue que les propos de notre ami vraiment sont, moi je trouve, très déplacés. Mais je vous dis que nous avons fait l'effort qu'il fallait faire. La FTF a fait tout ce qu'il pouvait faire pour participer donc à ce tournoi. Donc pratiquement tous les moyens, nous les avons essayé de les chercher pour y arriver. Mais malheureusement, l'effort que nous avons fait n'a pas abouti parce que nous n'avons pas eu ce que nous attendons. Nous attendions donc à la dernière minute, voilà, et on s'est dit que à l'impossible, nul n'est tenu, il faudrait vraiment se retirer. Et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai que c'est avec le corps maîtris, avec
l'âme, disons, l'âme dans... je vais dire, disons, excusez-moi, c'est avec le corps meurtri et la mort, disons, dans l'âme, la mort dans l'âme que nous avons désisté à la dernière minute. Franchement, ce n'est pas une volonté délibérée, c'était pas délibéré justement. Que nous avons voulu vraiment nous désengager de ce tournoi. Voilà. Alors, quelle garantie leur avez-vous donné au point qu'on s'en prenne à votre personne, j'allais dire de cette manière? Bon, il faut dire que le dossier, nous l'avons traîné et, disons, géré avec notre team manager, qui est Cédric Kako, vous connaissez très bien. Au départ, qui nous avait dit qu'avec 15 000 euros, ça je vous le dis, je ne le cache pas, 15 000 euros, on peut aller avec, parce que je crois qu'il il a vu peut-être l'organisateur et d'autres personnes qui voulaient l'aider et qu'on pouvait vraiment participer. Avec 15 000 euros? Oui. Et moi, j'étais même surpris. J'ai dit non. J'étais à la fédération, on avait commencé, mais ce n'était pas ça. Non, on m'a dit non, que c'est ça. Bon, on dit, on va y aller. Bien, mais je savais que ce n'était pas possible parce que quand vous prenez seulement les billets d'avion, ce n'est pas 15 000 euros. Bon, donc, je me suis dit que peut-être il a reçu des facilités quelque part et peut-être ça pouvait nous arranger. Donc, nous nous sommes tous lancés dans cette aventure et finalement, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, vers la fin, moi, finalement, à la dernière minute, on s'est dit que on va y arriver. Nous avons poussé les choses jusqu'au bout. Mais ce qui nous a vraiment bloqué, sans vous mentir, ce qui nous a vraiment bloqué, c'est la lettre de l'ambassade qui nous a dit qu'on ne peut pas traiter les visas, à tel moment. Donc, on s'est dit que ce n'est pas la peine. Si nous ne pouvons pas avoir des visas, pourquoi envoyer, pourquoi aller jouer avec un effectif non corsé? Voilà. Mais alors, Nolakina Borozin, dites-nous concrètement les démarches qui ont été faites pour assurer la participation du Togo à ce tournoi, puisque c'est vous qui êtes le responsable marketing et communication, et certainement, oui, le président a toujours parlé donc des démarches qui ont été faites. Même le secrétaire général, il y a de cela une semaine, avait réitéré cela. Alors, dites concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Merci. Mais, effectivement, pour chaque événement que la fédération doit organiser, que ce soit au niveau des équipes nationales ou même, disons, des championnats nationaux, il y a toujours cette démarche sponsoring à mener vers les sponsors, les probables sponsors. Donc, c'est ce qui a été fait depuis qu'on nous a communiqué, voilà, qu'il faut mobiliser des ressources financières pour pouvoir accompagner l'équipe Espoir. Donc, c'est ce qui a été fait. Un dossier a été monté rapidement. On a ajouté le contenu que le team manager a envoyé, c'est-à-dire qu'il fallait garantir aussi aux sponsors le type de visibilité qui était possible, tout ce que l'organisateur offrait en retour. Donc tout cela a été mis sur un budget de plus de 100 et quelques millions de francs CFA. Donc c'est ce qui a été... Voilà, au total, finalement, le budget était à 130 millions environ. Exactement. Donc, voilà. Sinon 185 000 $. Donc il fallait voilà, d'abord faire ce dossier-là et envoyer à plusieurs sponsors. Mais on était dans un délai aussi court, il faut le noter. Je pense que ce dossier n'a pas fait plus de 3 mois. Donc, c'était vraiment limite. Maintenant, il faut espérer, quand vous demandez de l'argent à des entreprises, c'est bien de faire le suivi, mais en même temps, vous n'êtes pas appelé à les harceler. Donc, dès qu'ils ont le dossier, ils vous disent, voilà, on est en train de suivre, on va vous rappeler, accordez-nous tel. On est patient, mais si jusqu'à la fin, la patience ou les promesses ne tombent pas, entre griffes, on ne peut pas faire de la magie. Donc voilà, donc je crois que le comité exécutif a dû comprendre cela. C'est pourquoi voilà, le communiqué du 31 mai a annoncé que voilà, la fédération togolaise retire l'équipe Espoir à participer à ce tournoi, avec la grande déception qui a été mentionnée exactement dans le communiqué. Oui, mais alors oui, c'est vrai que c'est une déception, mais c'est vrai également qu'il y a 2 ans, le Togo avait participé à ce tournoi, et c'était justement avec ces mêmes sponsors, à ce que nous sachions. Je ne saurais dire, parce que bon, je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas participé, je n'ai pas été directement impliqué à l'époque, même si c'était les mêmes sponsors. Je pense que les années sont différentes, et ça dépend aussi
du délai que vous avez accordé au sponsor pour réellement voir, parce qu'on parle de 100 et quelques millions et on est sur un projet qu'on a envoyé peut-être à moins de 3 mois. Je ne vois pas, je ne sais pas personnellement quel sponsor va dire « Ok, je suis d'accord, allons-y ». On sait aussi comment ça fonctionne au niveau des entreprises. Donc, c'est un peu ça. Après, au-delà du budget, on comprend la frustration des organisateurs. Je pense que, mais si vous organisez un tournoi aujourd'hui, que vous avez invité des gens et puis à la dernière minute, déjà qu'il y avait une équipe qui est sortie, une seconde, vous allez vous demander mais qu'est-ce qui arrive. Donc après tout, je pense que c'est la frustration, au-delà du fait que la fédération reconnaît peut-être avoir traîné sur le dossier en termes de délai pour se retirer, parce que ça a vraiment pesé. Donc il n'y a pas peut-être grande explication à donner, mais c'est juste que, comme le président l'a dit, en termes de mobilisation de fonds, ça n'a pas été réellement fait, les promesses ne sont pas venues à point. Alors, Monsieur le Président, c'est ce que dit donc votre responsable de marketing et communication, vous le confirmez? Oui, je peux le dire ainsi. Vous devez savoir que la FTF n'est pas une organisation commerciale dont les profits peuvent permettre de financer certaines initiatives. Et donc, nous vivons des aides de la CAF et de la FIFA. Et croyez-moi, elles sont assujetties donc à une orthodoxie de gestion très stricte. Tout à fait. Donc voilà, ce qui fait que je ne peux pas, si je n'ai pas les moyens vraiment qui viennent de quelque part pour aller à ce tournoi, donc je ne peux pas. C'est vrai, c'est ce que Nolakina a dit. Nous avons essayé. C'est vrai que vous avez aussi évoqué que par le passé, il y avait certains sponsors qui ont aidé. Mais ce n'est pas évident, comme ils l'ont dit. Aujourd'hui, les mêmes n'ont pas accepté de nous fournir donc, les moyens qu'il faut. Voilà. Mais Alain Revelot, c'est lui donc le promoteur. Il dit avoir déjà géré donc, ce dossier par le passé avec Claude Leroy. Mais vous étiez déjà à la tête de la Fédération togolaise de football et c'est bien vous, sous votre houlette justement, que le Togo avait pu participer à ce tournoi, Monsieur le Président. Ne le savait-il pas? Vous savez, j'ai suivi les propos de l'organisateur du tournoi chez un de vos confrères. Je comprends bien effectivement sa frustration. Nous le sommes également. Cela dit, rien ne justifie les invectives, les attaques crypto-personnelles et les commentaires pour le moins désobligeants. Franchement, de la part de ce monsieur, je suis vraiment surpris. Et puis, quand j'entends aussi certains propos, d'où vient-il pour être à la tête de la fédération, je suis un peu désolé. Je vais tout simplement le dire tout simplement. Je ne vais pas quand même aller dans un débat ou bien dans des polémiques, mais lui dire quand même que je suis un officier, je le répète, je suis un officier supérieur. J'ai été formé dans une école de guerre à Paris. Oui. Et il peut aller quand même s'informer et demander qui a été quand même le colonel Akpovi dans cette école. Voilà. Alors, pensez-vous que des choses sont tramées contre vous, surtout lorsqu'on sait que le Togo n'est pas le seul pays à déclarer forfait? Il y a eu également, je crois, la Bolivie. Et à la Bolivie, oui. Oui, mais est-ce que vous pensez que des choses sont tramées contre votre personne? Mais je le crois bien, parce que moi, je pense qu'il y a des gens qui agissent dans l'ombre. Mais tout ce que moi, je peux leur dire, comme je viens de le répéter, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Mais à ces gens-là qui sont dans l'ombre, je vais tout simplement leur dire qu'ils ne vont pas nous détourner de notre objectif le plus important. J'ai un match très important pour moi. Le match est très important, justement. Franck, je ne sais pas si vous avez une question au président. J'ai envie de dire qu'au départ, je pense que le manager général a plutôt minimisé un peu l'importance budgétaire ou financière de cette compétition. Quand on parle de 15 000 € pour aller participer au tournoi de Toulon, ça fait pratiquement 11 millions de CFA. 10 millions, je ne suis pas sûr que ça remplit les hébergements, ça remplit la restauration ou tout ce qu'il faut autour de ce tournoi. Et puis de l'autre côté également, il fallait dire que oui, peut-être qu'on ne s'est pas pris tôt pour préparer un tel tournoi, parce que le Togo a quand même déjà 1 ou 2 tournois de Toulon dans les pieds déjà. Normalement, ça devait faciliter les choses. Mais ça, Jacques Akpo dit que déjà l'année dernière, il avait posé le problème
et qu'on lui a donné toutes les garanties pour que cette année, ça allait être financé. Bon, je ne sais pas celui qui lui a donné toutes les garanties. Si quelque part, au départ, le secrétaire général disait l'État n'était pas d'accord, n'avait pas le budget pour aller... Non, au départ de ceci. Bon, voilà. pour financer un tel tournoi, je pensais qu'il était important de pouvoir faire une croix dessus déjà depuis le début de cette annonce. Maintenant, on a voulu, avec le manager général, essayer quelque chose qui finalement n'a pas réussi. Je pense que c'est un peu désolant pour les espoirs qui avaient, on va dire, une occasion de pouvoir s'exprimer, de s'essayer et d'apprendre de s'aguerrir. Ça n'a pas finalement pu se faire. C'est dommage, mais bon, maintenant, le Togo s'est retiré au dernier moment. Ça choque un peu les organisateurs et c'est normal aussi parce qu'ils ont prévu des matchs et après il y a 2 sélections qui se retirent. Ça doit faire mal. Maintenant, voilà, on doit rapidement se ressaisir et vraiment chercher à faire mieux la prochaine fois et en tirer les leçons. Mon colonel, bon, ben, c'était dit que le gouvernement n'avait pas donné... Enfin, disons, avait dit qu'il n'avait pas les moyens, mais avait donné son autorisation pour participer si éventuellement vous avez les moyens. C'est bien ça? C'est bien ça. Et il faut dire que l'État a déjà fait beaucoup de choses pour la fédération. Franchement, on ne va pas quand même s'acharner sur le budget de l'État. Et quand l'État dit, écoute, vous savez, c'est tout un programme. Hein. Le football n'est pas seulement le seul sport. Et puis, vous savez... Alors que c'est le football qui engloutit pratiquement tout. Vous savez, aujourd'hui, on est conscient, on est très conscient. On savait tout ce que l'État fait pour le football togolais. Et franchement, je tiens à remercier d'abord Madame le ministre pour... tout l'effort qu'elle fait dans ce sens, également le gouvernement qui met les moyens à notre disposition quand vraiment nous le désirons pour nos différentes activités, surtout en matière de football. Et il faut dire que cette histoire, nous le comprenons tous. Hein, nous avions, comme je l'avais dit, vraiment eu envie oui, parce que c'était important en tout cas. C'était important parce que moi... Puisque c'est l'antichambre de la sélection A. De la sélection 1. Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc la dernière fois. Ça m'a beaucoup énervé parce que... C'est d'ailleurs pourquoi vous avez pris de grandes décisions. Exactement. Et franchement, sans vous mentir, le manager général, franchement, il a envie de reconstruire quelque chose, de mettre en place quelque chose. Et j'étais aussi prêt, comme c'était prêt, à l'accompagner. Mais on dit à l'impossible, nous ne tenu. Je vous dis que ce tournoi, je pouvais le faire. On pouvait le faire. Si, à la dernière minute, on nous dit que vous ne pouvez pas avoir le visa. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? 22 personnes qui devaient prendre que les dossiers de visa ne peuvent pas être traités dans cette période-là. Dans cette période-là. Parce qu'ils avaient beaucoup d'agenda, il y avait beaucoup d'attentes, donc des gens qui attendent pour des dossiers. Vous savez ce que c'est quand vous voulez prendre un visa au consulat. C'est ce qui s'est passé. Sinon, ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment les moyens qui nous ont bloqués. On pouvait forcer. Vous étiez prêt, vous étiez en train de forcer en réalité. Parce que nous avons fait, je ne vais pas dévoiler, nous avons fait des choses qui pouvaient aller dans ce sens. Mais on était bloqué à la dernière minute. Il faut qu'ils le comprennent. Dans une compétition, on peut s'inscrire, hein, on peut être volontaire pour participer à un tournoi, mais à la dernière minute, si vous n'êtes pas dans la possibilité de le faire, vous désistez. Ça, il faut qu'il soit aussi fair play. Nous le comprenons. Voilà. Oui, mais Angelon, quelle sera votre analyse par rapport à cela? Au regard de ce que le président a déroulé tout à l'heure, moi je retiens 2 choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, les éperviers espoirs sûrement sont en train de vivre ce que je peux nommer un tsunami psychologique. C'est-à-dire qu'ils avaient l'opportunité d'être en vitrine au niveau de ce tournoi à Maurice Révélo. N'oublions pas également que pour l'organisateur, c'est une occasion, une aubaine de faire justement... je peux dire la promotion de ces différentes sélections qui arrivent. Et au niveau que ce soit de la billetterie, de la visibilité de son tournoi, il y aura des curieux, des managers, des recruteurs, des scouters, comme on les appelle en anglais, ne serait-ce que pour tirer 1 ou 2, 3, 4 joueurs. Et demain, quand un joueur sort de son tournoi et on le dit
qu'il évolue dans telle ligue, en provenance de où il a été la révélation de telle compétition, je pense que cela va tout à son crédit. Et je pense que ce sont les jeunes aujourd'hui qui sont, ma foi, troublés, même si c'est vrai, on tend vers la fin de la saison, sûrement il y aura un travail avec le manager, parce que là, il est obligé de reprendre son bâton de pèlerin, de pouvoir apaiser les cœurs, discuter autrement avec les jeunes joueurs. Finalement, oui, le manager, parce que d'abord, pour convaincre ces jeunes, accepter de venir. Le président ne va pas aller voir les parents des joueurs pour en parler, mais c'est le manager qui est mis devant. Le deuxième problème, ça c'est beaucoup plus domestique, c'est que notre fédération n'est pas financièrement puissante. Si à un moment donné, je pense que les caisses de la fédération étaient tellement bien pleines, oui, le gouvernement peut dire, je n'ai pas les moyens, je n'ai plus les moyens vu toutes les dépenses que j'ai déjà engagées depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Je pense que la fédération, avec l'apport ou l'accord de ses différents partenaires, 130 millions, ce n'est pas quand même la mer à boire. Le Togo pouvait rapidement se positionner et aller à ce tournoi. Ce qui également, ça reste un avis personnel, pour te chuter en disant que le président n'est pas un businessman, pardon. Voilà, c'est pas... Je ne suis pas un homme d'affaires et oui, il a sa façon de gérer aujourd'hui l'instance, d'autant plus qu'ailleurs, si vous êtes homme d'affaires, vous arrivez avec une telle ou telle caution, on peut vous débloquer 200 millions, 300 millions, sachant que demain, avec ce que vous faites comme activité, tôt ou tard, vous aurez à payer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le vin est tiré. Il faut le boire, même s'il faut fermer les yeux pour pouvoir le boire. Maintenant, il faut tirer les leçons de ce qu'il s'est passé pour ne pas répéter les mêmes bêtises ou bien les mêmes choses les prochaines fois. En tout cas, c'est donc un problème à suivre encore une fois. En tout cas, c'est un dossier, j'allais dire, à suivre encore une fois, surtout concernant donc ces jeunes. Et comme l'a dit donc le président, je crois que le problème, c'est essentiellement que finalement, les visas n'ont pas été traités et qu'il était donc dans l'impossibilité de faire déplacer donc des gens ou de faire appel à la sauvette à d'autres joueurs pour gérer, alors qu'il y a une partie du staff technique également qui devrait quitter ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Une partie des joueurs qui devaient quitter ici. Bon, c'est ça, donc le problème. Je crois qu'on a réussi peut-être à comprendre, à circonscrire un peu la situation. On revient tout à l'heure. Le Togo joue en Afrique du Sud contre les Swatini le 18 juin prochain, en éliminatoire CAN 2023, lors de la 5e journée, 5e et avant-dernière journée. C'est vrai que c'est pratiquement le match de vie ou de mort de cette équipe du Togo. Monsieur le Président, comment vont les préparatifs en fait? Bien, les préparatifs vont très. Et le coach fait déjà un travail formidable. Et je crois que vous avez vu, ou vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui, il a pensé donc à un match d'entraînement avec les autos, le 14. Et, non, oui. Oui, le 14 juin. Et ensuite, le 18. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est un match amical. C'est un match amical. Donc, avec la liste que vous avez peut-être attendue aujourd'hui, et je pense que c'est ce moment-là ces moments qui peuvent lui permettre vraiment de peser sur, disons, la liste qu'il a sortie. Je ne suis pas le coach, mais je sais que c'est les mêmes éléments que nous avons. Donc, seulement certains ne sont pas là, mais il y a d'autres rentrées. Je sais que le coach, c'est un travailleur, il sait ce qu'il fait. Et nous, à la fédération, nous sommes prêts pour accompagner habituellement ce que nous faisons. Voilà. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, oui. N'est-ce pas? Alors, que doit s'attendre le public sportif togolais, en fait? Oui, c'est vrai. De ce match, c'est vrai, on dit, bon, OK, on y va, on joue les Swatini, on dit, on doit gagner. Oui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons le dos au mur. Et les joueurs aussi doivent comprendre ceci. Le public, ce qu'on leur demande tout simplement, c'est de nous accompagner sur le plan spirituel, vraiment prier pour accompagner l'équipe. Sinon, aujourd'hui, eux-mêmes, ils font face à leur destin. Et s'ils ne gagnent pas ce match, c'est fini. Ça, c'est une finale que nous sommes en train de jouer. Et l'Eswatini n'est pas une équipe qui nous dépasse. Nous avons fait quand même un match nul, le 2-2 ici, mais c'était des erreurs
commises et ce qui a fait qu'on avait fait ce match-là. Mais je suis sûr que ce match du 18, à mon humble avis, nous pourrons quand même prendre le dessus. Oui, mais pourquoi ces résultats ne semblent-ils pas suivre les efforts et sacrifices consentis par la fédération et le gouvernement? Pourquoi précisément ce problème? Bien, nous-mêmes, nous ne le comprenons pas. Et même la dernière fois, si vous avez écouté le coach qui avait dit, il a l'impression que le football a trahi, parce que lui-même, il ne comprend pas. Il fait l'effort qu'il doit faire. Les joueurs ont fait leur travail, mais nous ne marquons pas. Pourquoi? Le match contre le Burkina, au Maroc, c'était un match extraordinaire. Vous avez vu les enfants, ils ont mouillé les maillots, ils ont joué, ils ont dominé le match, mais ils n'ont pas pu marquer. Ils ont raté des occasions pas possibles. Au retour, vous avez vu, vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Malheureusement, on a pris un but à la dernière minute, et voilà, et le tour est joué. Et nous sommes dans des difficultés, dans des problèmes, et nous devons quand même continuer à supporter cette équipe. Vous devez comprendre aussi que l'équipe, à un moment donné, a été décimée. Hein. Maintenant, on est en train de reconstruire une nouvelle génération. Hein. On refait une nouvelle génération et le coach doit être en train de faire un travail formidable. Moi, je crois, je lui fais confiance. Quels que soient les résultats, moi, je pense qu'il faudrait lui faire confiance pour préparer les Togolais pour un lendemain meilleur. Oui, mais voilà. Alors, sincèrement, quelle est votre analyse personnelle de la situation des éperviers? Vous y croyez? Mais je crois. Si vraiment ils mouillent le maillot, si les éperviers mouillent le maillot, s'ils savent qu'ils sont venus pour jouer pour leur nation, ils doivent mouiller le maillot pour qu'on gagne ce match. Donc vous croyez, vous êtes confiant pour cette qualification? Je suis confiant. Je suis confiant. Et ça passe pas donc une victoire face à l'Eswatini. Non, mais au même moment. Au même moment, il faudrait que. Il faudrait espérer que Dieu ne soit pas avec le Cap-Vert. Exactement. Dieu n'est pas seulement togolais, on dirait. Non, Dieu n'est pas seulement togolais, pour tout le monde. Oui, mais Franck, quelle analyse peut-on faire de cette situation aujourd'hui? Oui, le Togo qui va jouer contre les Swatini. C'est vrai que depuis quelques temps, on en parle, mais les jours passent. On approche justement de cette date fatidique qui est le 18 juin. On se dit tout simplement que depuis 5 ans, l'équipe nationale est en reconstruction et que visiblement... Il faut combien d'années pour reconstruire? Je ne sais pas, peut-être il faut poser la question aux techniciens. Claude Leroy est passé, ça n'a pas donné grand-chose. On avait cet espoir avec Paulo Duarte qui est arrivé, ça va faire bientôt 2 ans. Il y avait, on va dire, cette renaissance dans les éliminatoires du Mondial Qatar 2022 avec 4 derniers matchs joués sans défaite, 2 nuls et puis 2 victoires. Une dernière victoire qui plus est à l'extérieur. Donc, et puis derrière, l'équipe a replongé. Techniquement, j'ai envie de dire peut-être que cette jeune génération n'a pas la grinta, n'a pas la détermination de ce qu'on a connu il y a une vingtaine d'années ou bien une quinzaine d'années. Donc c'est très difficile de pouvoir trouver des joueurs qui répondent au plan international tout de suite. On se dit que oui, peut-être le Togo n'a plus des joueurs de premier choix et qu'il va falloir prendre du temps. Maintenant, quand on prend ce groupe en question dans lequel le Togo évolue pour ses qualifications de la CAN 2023, au moment du tirage, tout le monde s'est dit oui, si le Burkina peut passer devant, le Togo devrait avoir le 2e ticket. Et voilà, sur le terrain, c'est une autre réalité. Ce qui veut dire que oui, le Togo... Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé un peu le Cap-Vert? Bon, peut-être oui. Et qui était d'ailleurs à la dernière CAN. Peut-être à commencer par les Swatini, avec qui le Togo a fait de façon surprenante. Oui, à domicile en plus. Et tout le monde avait les pieds lourds en quittant Kégué le jour-là. Et j'ai envie de dire que c'est ce résultat de partout qui a plongé le mental, la psychologie des joueurs. Et puis après, la défaite face au Cap-Vert. Et ça devient très compliqué avec une position qui ne devrait pas être celle du Togo, mais c'est la réalité. Le Togo dernier du groupe et qui a 2 matchs sur lesquels il ne fallait pas se louper. Si
on a envie d'aller en Côte d'Ivoire. Mathématiquement, c'est encore possible, mais on se dit que ça va être très compliqué. Mais le football réserve parfois des surprises et on veut se dire que cette surprise-là sera peut-être du côté togolais, qui va gagner les 2 matchs et que de l'autre côté, le Cap-Vert puisse faire un faux pas. Se louper. Oui, pourquoi pas. Le calcul n'est plus rien, comme vous l'avez dit, dans votre dernière parution ou bien avant-dernière parution. Oui, c'est ça. C'est ce à quoi... Vous savez, le Togo est toujours... donc, on attend toujours le dernier moment et puis on commence à faire des calculs d'apothicaire. Pas mal de calculs, n'est plus rien finalement. Mais Angelo, Paulo Duarte a officialisé ce matin donc la liste des éperviers convoqués. Tchakei Marouf fait son retour, tandis que Fodolaba est forfait. Quelle analyse faites-vous? Bon, il nous a expliqué lors de cette conférence qu'il a un groupe qui tend à s'améliorer tout doucement et qu'il va jouer ce match-là contre les Swatini dans l'optique de gagner, et rien que gagner. J'espère simplement que la qualité y sera, l'attitude y sera, et puis également la performance sur le terrain. Parce que les joueurs que Paulo Duarte a convoqués, c'est pratiquement les mêmes, hein. Tchakei Marouf ne fait pour moi qu'un léger retour, pour ne pas dire revient à la maison. Maintenant, il a dit, il a vu ses derniers matchs, même si entre-temps ce n'était pas forcément top niveau, il l'a ramené au sein de l'équipe pour apporter quelque chose en milieu de terrain. On attend d'espérer du mieux de lui. Il y a également dans cette liste-là, vous avez parlé de Fodolaba, qui ne sera pas là quand on lui a posé la question. Il dit qu'il est blessé? Oui, des petits bobos, gêne physique, et donc il préférait avec son staff le mettre au repos, histoire de peut-être de récupérer contre le Cap-Vert en septembre à venir. Maintenant, dans la liste, il y a des curiosités, notamment un certain Kodjo Aziangbe, qui évolue aux Émirats Arabes Unis, 19 ans. C'est moi-même qui lui ai posé la question. Pourquoi avoir convoqué d'un championnat exotique, oui. Oui, il dit qu'il a un profil intéressant, qu'il peut évoluer en tant que piston, en même temps latéral et apporter quelque chose dans le cœur du jeu. Il est jeune, un peu à l'instar de Clyde Thibault. Il aime ce genre de joueur explosif, un peu à l'image de Karim Derman. Et avec tous ceux qui sont autour, les expérimentés, Alexis Romao, Nyama Kate, James Dakonam, il espère faire quelque chose. Pour terminer, il y a également ce cas des locaux. Ils sont 5, a été appelé par Paulo Duarte. Et donc, les 5, notamment ceux d'Asco, Roland Mozo, Ouattara Motsalebou, vous avez également Evra Agbagnon, Evra Agbagnon de la SOTR. Pour lui, il dit que certes, notre championnat, il est régulier, mais sauf que ce n'est pas au top niveau africain. Mais il est obligé de faire avec, d'amener des joueurs, en tout cas triés, avec lui-même, sa façon de voir les choses, avec son staff, histoire de les voir également évoluer au sein de la sélection. Parce que pour eux, justement, je parle du staff de Paulo Duarte et puis de ses collaborateurs, ces joueurs méritent d'être en sélection. Voilà pourquoi ils sont là. Nous espérons simplement que quand il les a convoqués, qu'ils jouent. Parce que le problème avec Paulo Duarte, lorsqu'il convoque un jeune joueur, très souvent, les jeunes joueurs ne rentrent pas en jeu. C'est peut-être 3 ou 4 matchs après. Mais là, dans cette situation, nous n'avons que 2 matchs. Et quand Franck, toujours optimiste qu'il est, il dit non, si et si et si. Moi, je dis, et je le répète encore, oui, le Togo a mal démarré ses éliminatoires. Aujourd'hui, nous avons un gros caillou dans les chaussures. Moi, je dis, oublions cette qualification pour la CAN. Préparons-nous pour la prochaine édition. Parce que là, j'ai très mal pour le président. Depuis son arrivée, le Togo a été à la CAN 2017. On a vu les résultats. 2019, 2021, le Togo n'y était pas. Et même 2023. Si avec ce gros plan se qualifie pour la CAN, qu'espérerons-nous de la part de cette équipe? Disons la vérité, ne trompons pas le public. Ne soyons pas quand même des vendeurs d'illusions. Non, cette équipe pour l'instant n'est pas prête pour aller faire des résultats probants à la prochaine CAN. Faisons certes des éliminatoires pour chuter, terminons les éliminatoires et préparons-nous en mieux pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez évoqué tout à l'heure, la convocation des locaux. Et il en parle lui-même. On peut l'écouter, Paulo Duarte, sur la convocation de ces locaux. Qu'est-ce qu'il en dit? Le coach est là pour le regarder, pour l'analyser, pour faire l'équilibre et la mélange entre l'expérience et en même temps la rénovation. Et je suis sûr qu'on a un championnat qui est au niveau, pas à haut niveau supérieur de l'Afrique, il faut le dire,
Mais on a ici, dans un championnat, qui parfois, il a 2, 3, 4 joueurs qui sont au niveau 12 joueurs qui s'approchent de l'équipe A. Donc, c'est un choix. Normalement, j'ai toujours sur la liste 3 à 4 joueurs. Normalement, 3 à 4 joueurs sont des joueurs que j'ai la confiance. Et parfois, je fais la rotativité. Comme avant, j'invite Justin. Et aujourd'hui, j'insiste un peu Ouattara. Avant, c'est Moukalia. Aujourd'hui, c'est Orobodi. Donc, je donne l'opportunité 3 matchs, 4 matchs à chacun de montrer sa capacité. S'ils sont les joueurs qu'ils pensent, ils continuent avec nous. Mais si je pense qu'ils sont un peu dans l'incognite de qualité et d'une situation qui peut nous aider, je donne l'opportunité aux autres. Donc, ils sont là parce que dans la globalité, on n'a pas une grande quantité de joueurs extraordinaires dehors du Togo. On a de bons joueurs dehors, comme on a de bons joueurs intérieurs. Mais la compétitivité, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'équipe qu'on a. Donc j'invite 4 parce que je pense qu'ils ont place dans cette liste. Comme il a ici des blessures, peut-être s'il n'a pas de blessures, peut-être à 25 ils sont 3, ou peut-être sont autres joueurs de l'Europe qui sortent. Le même 5 de Lomé, il reste. Ça, c'est une question de choix. Parfois, ce n'est pas la forme. Et ce sont des choses que parfois, je ne comprends. Parfois, ce n'est pas la forme, c'est l'équilibre dans l'équipe. Je peux avoir 2 joueurs dans le groupe qui peuvent me faire 2 postes. Et parfois, je laisse un joueur qui peut-être mérite venir, mais un prôle de la situation, un prôle d'un joueur polyvalent, je fais le choix sur l'autre qui peut me faire le 2 postes. Donc, c'est le travail, c'est seulement mon travail d'analyse. Et la bonne saison que 7 joueurs ont fait, un meilleur que les autres, un meilleur débuté, autre plus mauvais fin de saison, mais qui sont joueurs qui ont fait confiance. Voilà, donc ce que disait Paulo Duarte à propos de ces joueurs qu'il a convoqués, dans tout le cas ils sont sur la liste, ils sont 26, on ne va pas s'attendre à ce que les 26 jouent, ça c'est clair. Il n'y a que 11 titulaires, et après, combien de changements? 4, 5? Oui, 5 à l'arrivée. Alors donc, c'est fini, donc écoutez, ils font partie des 26, c'est déjà bon pour eux, on va dire comme cela. Et peut-être faire en sorte... Vous avez dit peut-être ce qu'il faut faire. Oui, parce que depuis quelque temps, le Togo n'a plus d'effectifs. Il faut le comprendre. Il faut comprendre la situation de cette manière. Et on a cru à un moment donné que les débailleurs étaient éternels. Voyez-vous? Je crois que c'est ça pour aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu le temps justement de préparer la relève. Il faut le dire ainsi, c'est vrai. On n'a pas eu le temps de préparer la relève. Peut-être qu'on s'est dit, voilà... Puisque quand les adébailleurs sont partis, normalement, au même moment, on devait avoir une relève. Mais les Togolais, il y a combien qui jouent à l'extérieur? Oui. Et dans quel club? Voilà, il faut quand même qu'on se pose cette question. Mais moi, donc, avec ce que... si j'entends ce que Angelo a dit, bon, c'est vrai, c'est pas parce que nous n'avons pas assez d'éléments qu'on va démissionner. Il faut qu'on continue par travailler. Et je crois que c'est ce que Duarte est en train de faire. Il faut d'abord gagner les 2 matchs. Il faut d'abord gagner les 2 matchs. Parce bon, après on verra. Après on verra. Parce que moi je dis, si on ne va pas à la CAN encore aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes affaiblis. Les autres équipes qui vont, ils sont aguerris. Ils vont jouer des matchs. Donc ça veut dire qu'ils sont encore forts. Le Togo ne va pas jouer. Et là, ça veut dire que nous allons continuer à être encore faibles. Pour moi, franchement, nous mettrons tous les moyens qu'il faut pour accompagner ce que le coach Duarte est en train de faire. Mon souhait, c'est qu'effectivement, que nous puissions gagner ce match-là, ces 2 matchs, et que l'autre de l'autre côté aussi perde. Bon, ça, ce sont des calculs, hein. Oui, ce fameux calcul n'est pas bien. Oui, mais vous comprenez, les gens, quand c'est bon, on applaudit. Oui. Hein, quand c'est mauvais, on dit, c'est la fédération, mais ce n'est pas la fédération qui joue. Je vous en prie. Donc, franchement, que nous tous, nous accompagnons ces jeunes qui sont en train d'arriver. Donc, moi, je demande au public de soutenir et d'être derrière les éperviers. Vaille que vaille, nous irons en Côte d'Ivoire. En tout cas, il faut gagner donc ces 2 matchs qui viennent. Et Franck, mais
je reviens un peu sur le cas Tchakei Marouf. Subitement, il est devenu bon aux yeux de Duarte. Je ne sais pas s'ils ont fait la paix des braves, parce que la dernière fois que je recevais Paulo Duarte dans ce studio, je lui posais la question sur le retour de Marouf Tchakei. Apparemment, ce n'était pas encore fait. Donc, et là, il s'était pratiquement énervé. Énervé presque. Je suis un peu surpris de voir Marouf Tchakei dans c'est pour ça d'ailleurs que je vous pose la question. Justement, donc peut-être qu'entre-temps, les deux hommes se sont parlé. Si vous prenez le match contre le Burkina ici, il y avait eu des situations standards, des coups de pied arrêtés et les joueurs se cherchaient. On avait vu Alexis Romao s'essayer là-dessus, on avait vu Karim, on avait vu beaucoup de joueurs qui se sont essayés. Alors qu'il y a donc un spécialiste. Il n'y avait pas de spécialiste. Qui était hors. Peut-être Tchakei Marouf, il pourrait, parce qu'on l'a vu, il a réussi beaucoup de coups francs avec son club, l'AS Vita Club. Donc voilà, on peut dire finalement que oui, c'est un choix qui était quand même logique de faire venir un joueur tel Marouf Tchakei, même si entre-temps, selon lui, il a déçu, il n'était plus au niveau. Donc on verra bien ce qu'il fera sur le match contre les Swatini. Oui, c'est important. Depuis 5 mois, il n'a plus joué. Il a joué quand même à la Champions League. On verra bien si ça va être suffisant. Par le Duarte, justement, qui parle de l'objectif de ce match. On va l'écouter. Suisse-Irlande, c'est un match pour gagner, il faut le dire. Si on ne gagne pas, nous sommes déjà dehors de cette canne. Donc on va jouer le match contre le Suisse-Irlande comme on a joué tous les autres pour gagner. Comme le Burkina, on a joué pour gagner. Hier, on n'a pas gagné. Je pense aussi que le Burkina, aujourd'hui, est obligé de gagner. Parce que Burkina dispute la tête de groupe du ranking top 10. Burkina doit rester dans 10 premières pour, dans la tirage en sort pour la Coupe du Monde, être tête de groupe. Donc ils sont obligés de faire le meilleur. Mais indépendamment de Burkina, on doit gagner notre match. C'est une équipe qui est comme nous, une équipe qui a l'envie de gagner, une équipe de joueurs locaux pratiquement, 2-3 jours à Sud-Afrique. Et la grande force de cette équipe, c'est l'attitude, l'engagement, la dynamique qu'ils ont ensemble, parce que c'est une équipe qui joue déjà ensemble à 4-5 ans. S'ils perdent un peu de qualité parce qu'ils n'ont pas grande qualité de joueurs qui peuvent s'équilibrer parce qu'ils jouent à l'Europe. Mais notre objectif, c'est gagner. On n'a pas autre choix que la victoire. Voilà, donc l'objectif, c'est de gagner, comme l'a dit d'ailleurs M. le Président, comme on l'a dit, oui, nous tous, nous voulons gagner au moins. Et il faut gagner, et après, on verra. N'est-ce pas, Angelo? Oui, il sait très bien qu'il est à la tête d'une sélection et il est obligé de faire des résultats. C'est vrai qu'il aurait aimé être aujourd'hui deuxième, très très loin derrière très très loin devant le troisième et surtout accompagner le Burkina Faso pour la prochaine CAN en terre ivoirienne, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc a priori on savait que le Burkina était donc d'un cran. Mais attendez, trop élevé pour nous. Oui, mais n'ayons pas peur des mots. La dernière CAN, on a vu le parcours du Burkina Faso. Ouais. Maintenant, quand il s'agit de parler de l'attitude, je pense que Paulo Duarte voit juste les comment dit-on, les joueurs de l'Eswatini à Kégué ici, ils n'ont jamais abdiqué jusqu'à la dernière seconde. Et donc, humblement, il faut que nos joueurs également s'imprègnent de cette même attitude-là, ne rien lâcher jusqu'à la dernière seconde, parce que là, c'est un autre tropique. On quitte l'Afrique de l'Ouest, on quitte l'Europe pour aller pratiquement au niveau de l'Afrique du Sud, où le climat est totalement différent. C'est en cela je salue quand même le match amical contre le Lesotho. C'est pratiquement un pays situé dans la même zone géographique que les Swatini. Donc le même style de jeu. Vivement que les joueurs togolais restent concentrés, déterminés et surtout patriotiques à la fin. N'est-ce pas? Nola, vous, c'est vrai que vous êtes le patron de la communication et à chaque fois c'est vers vous qu'on se tourne. Comment ça se passe justement pour la gestion de cette communication? Comment ça se passe? Bon, permettez-moi de revenir un peu sur le match. Je pense que ce match, il fait plus peur que le match qu'on aura joué en septembre. Ah oui? Ouais, parce que d'abord, il faut jouer ce match et attendre, parce que avancer va dépendre du résultat du match du Burkina-Cap-Vert. Donc, j'imagine pas toute la pression du staff en ce moment, même les joueurs convoqués. Je crois que ça va être le plus gros match qu'ils auront à jouer. Même toute la fédération, y compris vous-même. Tout le Togo. Donc, ça fait tellement peur que voilà, mais on est quand même... vous l'avez lâché le mot, hein? Le match de la peur. On l'a dit ici. C'est un match qui fait très peur. Maintenant, après, bon, on est Togolais, on va jamais souhaiter que le Togo perde. Il faut faire un bon match pour gagner, comme Duarte l'a dit. Maintenant, entre parenthèses, le résultat Burkina-Cap-Vert, on ne peut pas le contrôler non plus. Oui. Donc, on va juste attendre que ça aille dans notre avantage. C'est ça. Bon, si ça ne passe pas, Angelo l'a si bien dit, c'est pas la fin du monde. On va continuer à jouer, continuer à travailler, se préparer. Maintenant, en termes de communication, je pense qu'aujourd'hui, tous les Togolais ont déjà fait les calculs qu'il faut.
Malheureusement, ces calculs, les fameux calculs, on ne peut pas les présenter à la CAF. Le plus important pour nous, c'est de jouer ce match, garder le Togo en esprit, garder tous ces joueurs en esprit pour qu'ils fassent un très bon match. Aujourd'hui, la liste est sortie. Il y a quelques blessés, quelques joueurs qui reviennent. Placan n'était pas la dernière fois. Il revient. On espère juste que voilà, il va continuer à taper dans le ballon comme il fait. C'est ça. Surtout marqué. Surtout marqué. Si c'est seulement taper, tout le monde tape. Hein. Parce que moi, à chaque fois que je vois la liste de Duarte, il a au moins une dizaine d'attaquants. D'attaquants, pourquoi? Alors, il dit qu'il veut attaquer. Voilà. Il le dit toujours. Mais à chaque fois, quand on voit le marquois, on n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. Donc, il est conscient qu'à ce niveau de l'attaque, il y a toujours un problème. Donc, il faut toujours convoquer ceux qui peuvent marquer, leur donner la chance. Et voilà, peut-être que ça va passer après. N'est-ce pas? Et pour finir donc sur ce chapitre du match contre les Swatini, Franck, concluez. Non, mais il faut être très solidaire, il faut être déterminé, volontaire, parce qu'on a été un peu dans la complexité ici, et finalement les boucliers du roi ont supprimé les éperviers. Donc n'oubliez pas qu'ils sont les boucliers du roi, justement. C'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut rien lâcher. Nous sommes des éperviers, il fallait justement les survoler. Ah, mais ils ont pris ce qu'ils doivent prendre pour les faire tomber. Donc il va falloir être sérieux. Vraiment mouiller le maillot comme il le faut, parce que là, normalement, les Swatini ne devraient pas constituer un frein pour le Togo. Maintenant, c'est la réalité. Il n'y a plus de petites équipes en football, donc il va falloir jouer crânement et puis prendre le déçu. Eh bien, on revient donc justement. Vous voulez conclure? Ok, c'est bon, on revient. Voilà, le 13 juillet prochain, c'est le 3e sujet. La CAF va renouveler ses instances. Beaucoup de mouvements sont observés depuis quelques temps sur le continent. Le président et ses vice-présidents sont pratiquement tous en lice. Colonel dit Kouvi, nous observons également des déplacements et des mouvements de votre part. Mais dites-nous, êtes-vous candidat au poste, à un poste donc à la CAF? Si oui, lequel, s'il vous plaît? Oui, mais je suis candidat au poste de membre du comité exécutif de la CAF. Et surtout de la zone UFOAB. Ah. Voilà. Ah oui. Et donc, et comment vous préparez donc, pour cette élection, puisque c'est bientôt, hein, c'est le 13 juillet prochain? Oui, c'est bientôt. Dans notre zone, on est deux candidats. Ah. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir un. Il faut cravacher dur. Exactement. Donc, vous êtes en concurrence avec qui? Avec mon ami Lazare du Burkina Faso. Le Burkina revient. Attention. Donc, le Burkina revient. Oui. Justement. Bien, de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, mais on verra. On verra au mois de juillet, le 13 justement, pour voir celui qui sortira. Bon, moi, j'ai déjà pris mon bateau de pèlerin. Et j'ai déjà sillonné certains pays. Oui. Et la dernière fois, mon dernier voyage, c'est en Afrique du Sud, où la COSAFA faisait son congrès. Donc, j'ai été invité et j'ai dû donc rencontrer individuellement des collègues pour solliciter leur vote. Voilà, Ah, oui, mais quelles sont vos relations avec l'actuel président de la Fédération de la Confédération africaine de football? Je voudrais parler de Patrice Motsepe. Oui, parlons de Patrice, du docteur Patrice Motsepe. Sans vous mentir, c'est un gars déterminé, hein, très humble, et malgré son rang social. C'est un gars qui est jovial, qui est attentif. Mais mes relations avec le président sont très bonnes. Donc, je ne m'inquiète pas. De toutes les façons, il souhaiterait, ou bien peut-être il aimerait même avoir comme à ses côtés pour travailler. Ah oui? Voilà. Ça peut être un atout pour vous? Bon, un atout pas pour moi, mais pour le Togo. Oui, mais bon, pour vous d'abord et pour le Togo ensuite, en fait. Mais, oui, bien sûr. Franchement, tu sais, à un moment donné, j'avais laissé quand même des opportunités à certains de passer avant moi. Je pouvais être candidat et être vraiment à bras de fer avec ces candidats, mais je me suis dit, c'est pas la peine. On ne va pas être des amis et quand même s'affronter pour un poste. J'avais désisté. Et cette fois-ci, je dis non, en fait, c'est mon tour, il faut que j'y aille. Ah, d'accord. Alors, vous siégez déjà à la commission d'organisation du CHAN, bien sûr au niveau de la CAF. Vous êtes également membre de la commission de discipline de la FIFA.
Et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à intégrer le COMEX de la CAF? Oui, ma motivation a double sens. Hein. Le premier, c'est d'être à côté et voir les choses pour pouvoir aider aussi mon pays. Et deuxième chose, vous savez, quand vous êtes à une instance un peu quand même élevée, ça donne plus de poids, plus de responsabilité pour peut-être accompagner ce que je fais au pays. N'est-ce pas? Alors, peut-on avoir quelques indices de pays qui vous donnent l'assurance de vous accompagner dans cette élection, Monsieur le Président? Indices de quelle sorte? Quels sont les pays que vous avez déjà visités, okay. que vous avez... Oui, ben voilà. On peut avoir quelques indices? Bon, vous voulez pas des fédérations? Oui, les fédérations qui vous soutiennent. Bon, je ne vais pas quand même le dire sur l'antenne, mais je sais qu'il y a beaucoup de fédérations qui m'accompagnent et qui veulent que j'y sois. Alors, est-ce que vous avez une idée des candidatures déclarées et enregistrées à la CAF? En tout cas, vous l'avez déjà dit, pour ce qui vous concerne, vous êtes 2, c'est ça? Oui, le côté COSAFA, ils sont 3. Et au niveau, je crois... au niveau de l'Afrique du Nord, je crois qu'il y a 2. Il y a 2 également. Et puis, dans une autre zone, bon, voilà, la zone UFOA, il n'y a que Senghor, le seul. Bon, voilà, c'est le souhait. En fait, c'est le souhait même du président qui disait que, mais écoute, il ne faut pas avoir beaucoup de candidats dans une zone. Donc, si vous pouvez avoir dans chaque zone une candidature. Une candidature, c'est bien. Voilà. Ben, Franck Nounyama, vous l'avez entendu, sur le président, colonel Guy Akpovi, a déclaré sa candidature. Il veut intégrer donc le COMEX de la CAF. Comment vous trouvez ça? Non, mais c'est bien, c'est bien. Je l'ai déjà eu au téléphone il y a pratiquement 2 semaines où il a confirmé cette candidature. Je pense que après le défunt, j'allais dire, passez-moi le mot, c'est Imemen. Et le général Zourmaro Nyofam, qui est également dans les sphères de ces institutions. Oui, aujourd'hui, c'est même qui a été vice-président pendant longtemps. Pendant très longtemps. Oui. Donc, si on peut avoir aujourd'hui le président de la Fédération togolaise de football... Qui intègre au moins le COMEX, ça va être quelque chose. Et ça va être progressif. Vous savez que c'est dans ces genres d'institutions, souvent, le lobbying est très important. C'est ça. Et puis, quand un pays est représenté, on ne veut pas le dire, mais il est quelque part respecté. Il a son avis à donner. Donc, je pense que c'est important. Il n'y a qu'à lui souhaiter une très bonne chance et qu'il puisse passer devant le Burkinabé. Nous croisons les doigts pour ça. Ah oui? Moi, j'ai toujours voulu que le Togo soit présent dans ces instances-là, dans toutes les disciplines, y compris le football. Parce que si le président arrive à être président de la zone, il va tirer d'autres compatriotes compétents. Oui. Je le précise, les Togolais sont des travailleurs compétents. Et aujourd'hui, la jeune génération qui va suivre dans 5 ans, dans 10 ans, il y a un sillon qui est déjà tracé. Et donc, on ne pourra que marcher là-dedans et arriver justement au niveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football, là où les grandes décisions se prennent. Et je pense que c'est le Togo qui est mis devant. On croise les doigts et bon, moi, je pense que c'est déjà fait, président. Bonne chance, Monsieur le Président. Merci. On va vous suivre. Est-ce que vous avez besoin de nous quelque part? Accompagnez-moi par vos prières. Ah. Bon, sinon, nous, on est disposés. Hein. N'est-ce pas, Franck? Bien sûr. Angelo, vous êtes prêts? Affirmatif. Nous là? Pour la cause nationale. C'est ça, non? Très prêt. Très prêt. Donc, payez-nous les billets. Et on vous suit. Il n'y a pas de problème. Allez, on termine tout à l'heure. Oui, mais avec peut-être un mot sur les éperviers, en tout cas les Togolais de l'étranger. Oui, un mot express pour parler de 5 joueurs de façon sommaire. Ouroagoro Ismaël qui a été buteur avec son club de Saint-Georges. Le club file tout doucement vers un titre de champion en Éthiopie. Plaka Fessou, oui, il est entré en jeu dans son championnat. Kevin Denke également va bien avec le club de Cercle Bruges. 67 minutes de disputés. Ils sont tous sur la liste. En attendant justement le ralliement de Nels Spruit. Agbozo Koulse, oui, a joué 90 minutes avec son club d'Olympique Béja, lui également convoqué par Paulo Duarte, puis terminé avec Jenda Konam. La bonne nouvelle, c'est que Retafe est maintenu en Liga pour la saison prochaine. Ah oui. Très très bonne nouvelle pour lui. C'est une très bonne parce que déjà que
il y a quelques semaines déjà. Ils ont souffert. Ah oui. Oui. Ils étaient tout proches de la relégation. Donc, tout proche de la relégation. Donc, ils ont poussé un ouf de soulagement, on va dire. Bon, on termine peut-être, hein, il y a un auditeur à prendre, c'est ça? Si c'est possible. Sinon, oui, voilà. Ils existent toujours. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, Rachid. Bonsoir, c'est Rachid. Oh, c'est notre ami Rachid. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Je salue le président. Oui, il est là, il vous écoute. Que bonne chance à lui. C'est ça. Oui, moi je vais parler concernant pour la sélection que c'est fini. Hein. Ils n'ont qu'à oublier cette qualification. Mais si le Togo ne se qualifie pas, ils doivent travailler. Mais si le Togo ne se qualifie pas, ça veut dire que le Togo ne va plus encore jouer ça. Ils savent que des bailleurs vont partir, mais ils n'ont pas préparé quelque chose. Le team manager ne fait rien aussi. Il va nous amener des joueurs qui n'ont pas de la compétence. Ils n'ont qu'à mettre des joueurs locaux à la disposition du staff. Si c'est le staff là qui est toujours maintenir pour qu'ils commencent pas à travailler. C'est ça. On va aller à la CAN pour aller faire quoi? On ira, on va, si on se qualifie là, c'est pour aller venir avec 0 point. Monsieur le Président, nous vous demandons pardon. Préparez les futurs étudiants. C'est mieux pour vous et pour nous aussi. Et c'est ce que... Et c'est ce que, justement, le jeune Serge Akakou est en train de faire en essayant donc d'amener des jeunes qui peuvent être testés pour voir. Oui, les joueurs qu'ils amènent, les joueurs ne se donnent même pas sur le terrain. Si on prépare les locaux ici, on aura des résultats concrets. C'est mieux d'aller nous amener des joueurs pacotis. Monsieur le Président, pardon. Oublions cette qualification-là. Très bien. Nous vous demandons pardon. Très bien, Rachid. Merci beaucoup. Merci, c'est votre point de vue. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On va finir avec vous. Allez. C'est Seth depuis Blécom. Depuis Blécom, monsieur Seth. Merci. Oui. Vous avez quelques secondes. Bonne chance au président. Merci, oui. Qu'il envoie tout le pas au ministre, c'est M. Seyi Memen. D'accord. Merci. Que nos bons voeux l'accompagnent. Merci. Et beaucoup de chance. Merci. Vraiment, une phrase pour l'ASCO. C'est ça. J'aimerais que l'ASCO renforce, à dire quand même, l'équipe. Que ASCO renforce son équipe. Et pour le message est passé. Dans la Champions League. Très bien. Très bien. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. C'est fini donc pour cette émission. Finalement, M. le Président a accepté de rester jusqu'à la fin. Ah oui. Merci d'être là, M. le Président. Parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais merci beaucoup. Nous là, en tout cas, c'est sa maison, on n'a même plus besoin de lui demander. Hein, vous revenez demain? Ah oui, pourquoi pas? Ah, ça c'est un bonus. Le président revient demain. Bon, écoutez, c'est Nolakina qui décide de faire venir son président. Intéressant. Franck, merci. Non, ça a été un plaisir, comme toujours. Angelo, merci. Tout le plaisir. Eh bien, Théo, merci de nous avoir accompagnés. Et bien sûr, merci également à Elom. Oui, mais vous dites... pour finir, avec les éperviers, la délégation de Lomé et puis quelques joueurs locaux ont décollé à 13h. Aujourd'hui. Ils décollent à 13h aujourd'hui. Ils seront à Joburg tardivement dans la nuit. C'est avec avant le match face à l'Eswatini, un match amical face à Lesotho. Ça sera le 14 juin à 14h GMT au 8 Stadium à Johannesburg. Merci pour la communication. Après vous passez à la comptabilité. Je suis Aimé Lebon. Je vous retrouve vendredi prochain à la même heure. Salut.